bienvenue à Paris Bitcoin Meetup. Ce soir, on va parler de Bitcoin et de la blockchain. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Bon, auparavant, je vais laisser la parole en tout cas à The Asset, qui vont nous expliquer un petit peu très rapidement de quoi il retourne. Je m'y engage, je serai plus rapide que les intervenants de ce soir. Bienvenue, vous êtes ici chez The Asset, qui est une place de marché, la première place de marché internationale dédiée aux actifs d'entreprise, à tous les types d'actifs, que ce soit de l'innovation, des brevets, des marques, des sujets matériels de la machine-outil aux véhicules, en passant par les fonds de commerce et les actions quand c'est dans le long côté. On est une plateforme en cours d'ouverture, on ouvre dans 200 pays et vous avez le site disponible pour la partie dépôt d'annonces depuis le 5 mai en ligne à l'adresse theasset.co. Vous êtes aussi chez France FinTech, l'association des FinTech nationales qui est sur le point de faire son annonce, donc je vous le dis comme ça vous l'aurez appris avant tout le monde. Il y a un joli article dans le Monde sur l'ensemble des FinTech et le fait qu'ils essayaient de se fédérer. Alain qui est au bar là-bas, malgré lui, a été élu président pour la première année de l'association, donc bienvenue dans cet environnement. On est extraordinairement sensible aux technologies sur lesquelles vous réfléchissez, vous travaillez les uns les autres. Vous êtes évidemment bienvenus dans l'association et je le dis encore plus clairement, vous êtes physiquement bienvenus ici si vous souhaitez renouveler des événements. Entre 19 et 21h, c'est fait pour. Et puis pour discuter avec les devs, discuter avec les data scientists, essayer de comprendre davantage ce qu'on fait. Je ne serai pas plus long ce soir, mais on est à votre dispo et pas loin là-bas. Bonne soirée. Donc on va faire une présentation de 40 minutes, et puis s'ensuit questions-réponses ici, en 15-20 minutes, et puis ensuite le temps pour nous de discuter ensemble des networks. Donc merci d'accueillir Pierre Loisa, cofondateur de Pemium. Merci Pierre. Oui, je vais donc aller directement sur le sujet. Alors effectivement, Laurent, la semaine dernière, je crois, a fait une très bonne présentation sur la cryptographie. Donc je vais supposer que tout le monde connaît la cryptographie, au moins au point où Laurent l'a présenté la dernière fois. Cependant, je vais demander la question habituelle, c'est parmi vous, combien d'entre vous ont réalisé au moins une transaction Bitcoin? Ça va. Donc il y a quand même des gens qui connaissent. Parce que ça reste le meilleur moyen d'apprendre Bitcoin, c'est quand même de l'essayer. Les gens qui essayent juste avec des articles de journaux ou des PowerPoint, beaucoup ont essayé, mais ça ne marche pas. Il faut vraiment mettre les mains dedans, et faire quelques transactions pour se rendre compte, faire le parcours client, pour se rendre compte en quoi c'est différent de ce qui existait avant. Donc Pemium, ça apparaît en tout petit là, sur fond noir, en plus pas très clairement, mais je pense que pas mal d'entre vous peut-être savent ce que c'est. C'est une place de marché Bitcoin Euro Bitcoin. Donc on existe depuis 2011, donc effectivement depuis 2011 on a eu l'occasion de présenter Bitcoin de pas mal de façons. Donc ça m'intéresse aussi toujours d'améliorer cette façon de présenter Bitcoin. Je crois que la plus mauvaise façon, c'est de commencer à dire que c'est une monnaie. Alors si on dit monnaie virtuelle, c'est encore pire. Mais si on dit monnaie, déjà, c'est mal parti parce que c'est un protocole Internet. Donc le fait qu'il y ait une monnaie, que l'application monnaie puisse exister potentiellement dans le futur, c'est intéressant, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est strictement, à mon sens, un protocole Internet et un réseau de paiement. Puisque ce protocole a donné naissance à un réseau, et que ce réseau peut être utilisé pour faire des paiements. Après, que les gens l'utilisent comme monnaie, je pense que ça reste assez marginal. Et encore une fois, ce ne sera qu'une des applications du réseau. Il y en aura beaucoup d'autres. Alors, parfois, les gens disent blockchain pour essayer de détourner un peu de cette image de Bitcoin en tant que monnaie. Je ne sais pas si c'est mieux que Bitcoin comme nom. Je pense que c'est un peu confusant, en fait, parce que ça laisse entendre que le réseau, qu'il pourrait y avoir plusieurs réseaux, que la blockchain c'est une commodity, etc. Pas du tout, c'est un bien commun, c'est un réseau qui s'est développé sur Internet, qui offre une certaine sécurité. Donc ça ne peut pas être dupliqué, ne serait-ce que pour des raisons, je dirais presque environnementales. S'il y a un réseau qui tourne et qu'il y a un autre réseau qui se développe à côté qui fait la même chose, c'est-à-dire de la sécurité, c'est ce que fait le réseau Bitcoin aujourd'hui, il y a un gaspillage. Par contre, on parlera dans ma présentation, sur la fin, je parlerai rapidement des sidechains, qui sont un moyen d'expérimenter, de développer d'autres monnaies, etc., qui ne produit pas ce phénomène de gaspillage. Donc, Bitcoin, blockchain, moi je parle de Bitcoin pour pas mélanger les sujets, et éventuellement on peut parler de blockchain et de sidechain. Donc c'est ce que je ferai à la fin de la présentation. Voilà, donc pourquoi Bitcoin Scripts et Colored Coins? Alors comme je disais qu'il y avait beaucoup de façons de présenter Bitcoin, je pense qu'un bon moyen d'entrer dans le sujet protocoles et applications diverses et variées de la blockchain ou de Bitcoin,
c'est de connaître un peu mieux les scripts. Et j'ai pris parmi toutes les applications des scripts, les colored coins, comme un exemple très simple d'usage, disons, des scripts pour une application qui pourrait même intéresser les assets d'ailleurs dans leur place de marché. Mais ce ne sera pas le sujet, on ne va pas rentrer à ce niveau de détail peut-être. Je parlerai un petit peu des sidechains parce que là aussi ça fait usage de la notion de script et de protocole. Et voilà, donc ce sera 40 minutes, je crois qu'il ne faut pas plus de temps que ça, et en même temps on va aller assez vite là-dessus. Voilà, donc protocole, c'est quoi un protocole? C'est un ensemble de règles qui permettent à des ordinateurs, des machines, disons, de coopérer pour effectuer une certaine tâche. C'est ça un protocole, parce que souvent les gens disent protocole, voilà, je ne sais pas ce que c'est. C'est très simple, c'est un ensemble de règles qui permettent à des machines de coopérer. Donc c'est ça, au cœur de Bitcoin, il y a cette notion de réseau collaboratif. Donc il y a deux structures de données à connaître pour appréhender comment fonctionne Bitcoin, puisque c'est vrai que ce soir, devant ce public, je dirais, on peut parler de comment fonctionne Bitcoin. Il y a deux structures de données, donc les transactions et les blocs. Alors souvent les gens commencent par le minage et les blocs pour expliquer comment fonctionne Bitcoin. Je pense que c'est aussi sans doute beaucoup plus difficile. Je pense qu'il faut bien comprendre les transactions avant de comprendre les blocs, parce que les blocs sont un conteneur des transactions. Donc, les transactions. Cette slide, en fait, est assez riche. On peut y passer un peu de temps pour expliquer les transactions. Alors, il y a différents types de transactions sur cette slide. Ce qu'on peut remarquer déjà de ces transactions, c'est qu'il y a un gros bloc bleu et un gros bloc rouge, c'est-à-dire un input, une entrée et une sortie. Donc, ça, c'est un peu la base des transactions Bitcoin. On va expliquer comment ça marche. Mais c'est le fait qu'on finance une transaction avec ce bloc bleu et on dirige les fonds avec les blocs rouges. Donc on les dépense, entre guillemets, avec ces blocs rouges. Donc input, output, ça c'est la première notion très importante. Alors évidemment, une transaction peut comporter plusieurs inputs et plusieurs outputs. Encore une fois, le titre du papier fondateur de Satoshi, c'était un système de cash électronique. Donc on est dans du cash, et comme vous le savez, dans le cash, quand vous faites une transaction en cash, vous avez plusieurs coupures. Souvent pour réunir le montant que vous devez payer. Si vous devez payer, encore une fois, 25 €, vous allez peut-être amener plusieurs billets, puisque ne serait-ce que parce qu'il n'existe pas une coupure de 25, d'ailleurs pour ce qui concerne les euros. Pour les bitcoins, on n'a pas cette difficulté. Par contre, ce qu'on amène dans une transaction, c'est ce qu'on appelle des unspent outputs. Donc c'est-à-dire des outputs de transactions précédentes qui n'ont pas déjà été dépensés. Donc ça, c'est les coupures qu'on amène dans la transaction. Et on les amène avec un input. Donc un input, c'est quoi? C'est une référence à un unspent output dans une transaction précédente, tout simplement. Donc on va référencer cet unspent output et on va aussi, par la même occasion, fournir des informations, des preuves cryptographiques pour prouver qu'on est propriétaire, entre guillemets, de ces unspent outputs. Alors, la notion de propriété dans Bitcoin est intéressante parce qu'en fait, elle est un peu chahutée par Bitcoin, la notion de propriété. Parce qu'en fait, si j'ai une clé privée Bitcoin, donc, qui correspond à un unspent output, mais que ma connaissance de cette clé privée est partagée entre plusieurs personnes, je ne sais plus dire vraiment qui est le propriétaire de cet unspent output. C'est le premier qui dépense. En réalité, c'est comme ça que ça va se passer. C'est le premier qui dépense l'unspent output qui va réaliser sa propriété. Mais tant que les autres ont la même connaissance de cette clé privée, qu'ils n'ont pas dépensé l'unspent output, eh bien, il y a une sorte de copropriété sur ces bitcoins. Donc ça, c'est intéressant à noter au passage. Donc, on voit qu'il y a plusieurs inputs. A priori, la transaction la plus banale, je dirais, c'est deux inputs. Parce qu'il est rare qu'il y ait deux unspent outputs qui correspondent au montant qu'on va dépenser. Et deux sorties, c'est-à-dire je paye avec une sortie et je me renvoie la monnaie avec l'autre sortie. Donc, notons au passage que si on observe la blockchain de l'extérieur, on n'a pas moyen de savoir où est le rendu et où est le payé, c'est-à-dire, effectivement, il y a une première notion d'anonymat, entre guillemets, de protection des données privées en tout cas, puisqu'on ne sait pas a priori quelle est l'adresse du marchand et quelle est l'adresse de change, si on paye un marchand. Bon, après on peut faire des analyses de graphes et c'est assez facile en fait de trier tout ça avec un peu de data mining, mais c'est juste une observation qu'on peut faire en passant.
Donc sur ce schéma, j'ai quelques unspent output, vous en voyez deux en fait, le rendu là qui est ici, et cette transaction en bas. Il me reste donc dans cet arbre de transaction deux unspent output. Donc les wallets, les portefeuilles Bitcoin, les porte-monnaies Bitcoin, ils utilisent un arbre de transaction pour avoir cette connaissance donc, des unspent output. Quand ils voient passer une transaction, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient qu'on dépense quelque chose qui n'a pas été dépensé précédemment. Donc comme vous le savez, on représente souvent la blockchain, comme son l'indique, comme une chaîne de blocs, donc un arbre avec quelques branches sur les côtés, mais on pourrait tout aussi bien la représenter comme un arbre, beaucoup plus complexe certes, mais comme un arbre de transactions, remontant jusqu'à cette fameuse transaction Genesis de l'origine. Alors, transaction de génération, donc j'en ai un exemple là en haut à droite. Donc celles-ci sont un peu particulières puisqu'elles n'ont pas de référence à une transaction précédente. Donc on est effectivement dans une création ex nihilo, comme pour les euros. Vous savez que les euros sont créés ex nihilo par une transaction de crédit. Alors si vous ne le savez pas, je vous renvoie notamment au livre que j'ai écrit qui s'appelle Bitcoin mode d'emploi, ou Bitcoin Book, où j'explique ça, mais vous avez beaucoup de littérature sur ce sujet. La Banque d'Angleterre a émis récemment un papier là-dessus, en expliquant que ce sont bien les crédits qui font les dépôts, et non pas l'inverse. Bon, la Banque d'Angleterre a été la seule banque centrale, à ma connaissance, à l'écrire. Si. La deuxième? Non, elle l'a écrit 2 fois. Elle l'a écrit 2 fois. Elle enfonce le cul. Bon, en tout cas, elle a eu l'honnêteté de faire cette démarche, et c'est au crédit de la Banque d'Angleterre. Il n'y a pas que des méchantes banques centrales, on ne va pas tomber dans la caricature ici, bien entendu. Donc, les transactions de génération, je disais, il y en a une par bloc, hein, c'est ça dans le protocole. Donc on autorise en fait le mineur, le protocole autorise le mineur à mettre une transaction de génération par bloc. C'est d'ailleurs la seule qui est exigée dans un bloc. Un bloc valide doit avoir une transaction de génération. Il peut n'avoir aucune autre transaction d'ailleurs. On peut miner un bloc vide, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est théoriquement possible dans le cadre du protocole. Et d'ailleurs, il y a des critiques, je me souviens il y a longtemps, qui disaient « Oui, mais donc si on peut miner des blocs vides, le truc ça ne marchera pas parce que les gens ont miné des blocs vides. » Sauf que personne ne mine des blocs vides. Ça, c'est la théorie des jeux. Donc on fait de la crypto ce soir, on ne rentre pas à la théorie des jeux. Oui? Mais on gagne de l'argent quand on mine un bloc vide? On gagne la transaction de génération. On n'a pas de fees, on n'a pas de commission de transaction. Alors ça, merci Jacques, ça va m'amener à parler des commissions. Donc les commissions, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui dépasse des blocs bleus par rapport aux blocs rouges. Dans une transaction, mettons celle du centre, si toutefois je n'ai pas rendu l'intégralité de la somme à une adresse de change qui m'appartient, j'ai laissé donc des bitcoins sans destination particulière, des bitcoins qui sont dans mes inputs en bleu là. Si je ne les dépense pas tous, c'est considéré par le protocole comme revenant au mineur. Donc c'est ça qu'on appelle les commissions de transaction. Donc c'est ce qu'on appelle des commissions implicites, hein, puisque voilà, elles ne sont pas explicitement envoyées au mineur, et pour cause, puisque quand on fait la transaction, on ne sait pas quel mineur va recevoir le truc. Donc on ne pourrait de toute façon pas l'adresser au mineur simplement. Donc c'est pour ça qu'on a des commissions implicites. Donc le mineur, quand il met une transaction de génération, en output évidemment, il se met une adresse à lui. Hein, il n'est pas idiot, enfin, sauf s'il veut faire autre chose, il peut toujours faire autre chose. A priori, il va mettre une adresse qu'il contrôle, ce qui donc vous permet de savoir déjà que quand on mine, chaque mineur mine un bloc différent. Puisque la première transaction, cette transaction de génération, elle est différente dans chaque bloc que mine chaque mineur à tout instant. C'est très important parce que si ce n'était pas le cas, tout le monde minerait le même bloc. Et si tout le monde minait le même bloc, c'est celui qui a le plus de puissance de calcul qui gagnerait statistiquement quasiment à tous les coups. Alors, pas tout à fait, hein. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails par rapport à la théorie des jeux ou aux statistiques, mais évidemment, s'il y a une diversification de cette transaction, j'ai un tirage beaucoup plus... j'ai des chances de gagner qui deviennent égales, au moins sur les premiers lancers de dés, je dirais que c'est les premières secondes du minage. Après, évidemment, celui qui a la plus grosse puissance de calcul va plus sûrement gagner le bloc que les autres. Voilà, je pourrais rester longtemps sur ce slide, c'est pour vous dire que sur les transactions
il y a beaucoup de choses à dire et que si on comprend bien ce slide, je pense qu'on comprend 99% de comment fonctionne Bitcoin, sans même parler trop des blocs, mais je voulais qu'on s'arrête dessus 2 secondes. Donc cette transaction un peu étrange en bas à droite, qui envoie exactement la même somme sur de l'input vers l'output. Alors, plusieurs observations. Déjà, il n'y a pas de commission dessus. C'est pas grave, on peut très bien faire des commissions à zéro, elles vont confirmer, elles vont être minées, et les mineurs vont les inclure. Statistiquement, un mineur va inclure la transaction dans les prochaines heures. Parfois, il faut attendre 2 jours. C'est déjà arrivé, mais en général, elle va passer, même s'il n'y a pas de commission dessus. C'est une situation qui peut évoluer dans le futur s'il n'y a plus de génération. Si on arrive à une situation dans un futur pas si lointain où il n'y aura plus trop de génération de nouveaux bitcoins, eh bien évidemment les commissions, on va arriver à une situation où les commissions font l'objet d'un marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour les commissions de transaction parce que la génération est très importante. Le marché va se développer à mesure que la génération va se réduire, on va voir se développer un marché des commissions de transaction. Et il sera sans doute à ce moment-là plus possible de passer avec 0 commission. Aujourd'hui, c'est encore possible. Donc, autre observation sur cette transaction, on envoie tout sur le même montant sur une autre adresse. C'est donc probablement la même personne qui transfère sur une autre adresse, par exemple un wallet mobile qu'il a, ou au contraire du cold storage, une adresse de cold storage, sachant qu'il a reçu le paiement sur un wallet hot storage, il l'envoie peut-être sur du cold storage. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut lire sur ce truc-là. Donc vous imaginez, quand vous entendez que Bitcoin c'est anonyme, un mot là-dessus, évidemment ça n'est pas, vous avez compris. Quand on a lu toutes ces informations sur ce simple graphe, on se rend bien compte que si on lâche un algorithme là-dessus, sur l'ensemble des transactions, qui est un algorithme qui va aller disons, explorer tous les réseaux sociaux, les réseaux email, je sais pas d'autres, chez Google, etc., qui va faire des rapprochements, des analyses de graphes, vous voyez bien que c'est pas anonyme. Donc ça, je pense que c'est clair pour en tout cas tous ceux qui sont ici. C'est vrai que dans les journaux, vous lisez que c'est anonyme. Une autre preuve que c'est pas anonyme, c'est qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils font des blockchains cryptées, où effectivement, on ne voit pas à l'intérieur des transactions ou de la blockchain de la même façon qu'ici. Et à ce moment-là, on a peut-être un système anonyme. Avec Bitcoin, c'est sûr que ce n'est pas un système anonyme. Alors, si on zoome sur une transaction de manière un peu moins schématique que dans le précédent slide, on trouve donc en output, en bleu, vous avez une référence à la transaction précédente, dont le TXH, c'est l'identité d'une transaction précédente. L'output index, c'est dans cette transaction précédente, quel output je vais dépenser. Et en face, la signature pour signer cet output. Donc on verra comment marchent les systèmes des signatures quand on va parler des scripts dans un instant. Donc ça, c'est un input valable. Si la signature est valable, l'input est valable, la transaction a priori est valable. En output, alors en output, si on fabrique des transactions, si on les programme soi-même, on peut faire n'importe quoi et perdre ses bitcoins. À partir du moment où les inputs sont bons, on peut envoyer les bitcoins n'importe où. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle testnet, qui permet de programmer les transactions soi-même, parce que s'il peut se passer des choses si on fait une erreur de programmation au niveau des outputs. Mais au niveau des inputs, s'ils sont valides, voilà, la transaction a bonne chance d'être valide. Donc dans les outputs, on va trouver le montant et par exemple une clé publique. Alors je dis par exemple, parce qu'on va parler dans un instant de scripts un peu plus compliqués que simplement une clé publique. Donc si je signe un input, en fait je peux attacher à ma signature un modifieur qui va définir le périmètre de ma signature. A priori, par défaut, c'est ce que j'ai mis sur ce dessin, sur ce slide, on signe tous les inputs et tous les outputs. Donc on ne peut pas changer la transaction après coup. Tout est signé, donc la moindre modification d'un input ou d'un output viendrait invalider la signature. Et la transaction ne serait plus valide. Ça, c'est le schéma par défaut. Mais je peux introduire, alors je commence donc doucement sur le langage de script, parce que les modifieurs de signature, à la limite, c'est un petit peu le gadget dans le langage de script. Mais j'en parle quand même parce que c'est important pour le crowdfunding dont je vais parler 2 secondes.
Donc je peux aussi ne signer aucun des outputs avec un modifier qui s'appelle signature none. Aucun des outputs n'est signé. C'est un peu bizarre parce que ça veut dire que n'importe qui récupère cette transaction va être capable de modifier les outputs et de s'envoyer l'argent à soi. C'est une transaction que je n'ai pas intérêt à broadcaster sur le réseau parce que l'argent va être détourné, c'est sûr. Donc ça peut avoir du sens de fabriquer une telle transaction si on l'envoie en fait de point à point, non pas si on la diffuse sur le réseau. Mais c'est une possibilité du protocole. Autre modifieur, je signe un seul output et je laisse un autre, je dirais, libre d'être modifié. Donc là, ça peut être dans le cadre d'un accord avec un Miller. Enfin, il n'y a pas beaucoup de scénarios d'usage pour ce type de modifieur tout seul. Alors, un qui est plus intéressant, c'est celui-là parce que typiquement, il va être utilisé pour une transaction de financement participatif, de crowdfunding. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combiné deux modifieurs en fait, et l'un me dit que je dois signer tous les outputs, donc la destination, l'entrepreneur qui fait la campagne de crowdfunding, il a donné son adresse, donc on signe les fonds vers cette adresse. Par contre, on ne va signer qu'un seul input, en laissant la possibilité de combiner cet input avec d'autres. Et ça, c'est anyone can pay. Donc ça veut dire que je vais pouvoir combiner cet input avec d'autres. Cette transaction-là, typiquement en crowdfunding, ne va pas être valide parce que le montant de mon input va être inférieur au montant de mon output. C'est quelque chose que je n'ai pas dit sur les transactions. Mais pour qu'une transaction soit valide, évidemment, il faut qu'elle soit financée à au moins 100%. Donc ça veut dire, si c'est plus que 100%, la différence, vous l'avez compris, c'est la commission. Mais donc si le montant de mon input est inférieur à celui de l'output, je n'ai pas une transaction valide. Donc typiquement, c'est la situation du crowdfunding, où j'ai un entrepreneur qui, en output, va attendre, on va dire, je sais pas moi, 100 bitcoins, il veut lever 100 bitcoins, et moi j'ai contribué 1 bitcoin. Donc j'ai signé un input pour une valeur qui référence un montant de 1 bitcoin, et bien ma transaction ne sera pas valide, tant qu'elle n'est pas combinée avec d'autres. Donc pour l'expliquer justement un petit peu plus clairement, l'output là-haut, qui se trouve, pour l'exemple, d'être une adresse multisignature, parce que nous avons peut-être plusieurs associés dans cette entreprise, donc ils ont mis une adresse multisignature pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Et donc on va pouvoir empiler les transactions avec des signatures donc, qui sont modifiées par ce modifieur signature, c'est-à-dire qu'on combine en fait deux modifieurs. Donc je vais pouvoir uploader cette transaction vers l'entrepreneur. L'entrepreneur va les collecter, toutes ces transactions de pledge, si vous voulez, de contribution. Et quand il aura atteint le montant de sa campagne, il va pouvoir combiner les inputs, fabriquer une nouvelle transaction qui va combiner les inputs, qui seront donc tous valides, toutes ces signatures seront valides grâce au modifieur. Et je vais combiner, l'output lui est le même pour toutes les transactions, donc il ne change pas évidemment, il fait juste que combiner, faire un merge, si vous voulez, de toutes ces transactions. Et du coup, il peut recevoir les fonds sur cette adresse, dépenser les fonds sur cette adresse. S'il n'atteint pas les 100 bitcoins d'output, il ne sera pas capable de combiner les transactions pour réunir le montant, donc sa transaction ne sera pas valide, donc la campagne serait un échec. Donc c'est aussi une garantie pour les contributeurs que tant que, à partir du moment où ils ont signé l'output, tant que l'entrepreneur n'a pas réuni les 100 bitcoins, eh bien sa campagne n'est pas bonne. Donc vous me direz comment je récupère mon pledge si l'entrepreneur n'a pas réuni les 100 bitcoins, il faut quand même que je récupère mon bitcoin. Dans ce cas, il y a une notion, éventuellement, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un double spend. Vous allez tout simplement faire un double spend contre vous-même, vous allez envoyer une autre transaction qui dépense ce bitcoin vers une autre adresse. Et comme la première transaction que vous aviez faite n'a jamais pu être validée par le réseau, bien votre transaction de double spend va passer et vous allez récupérer vos fonds. Évidemment, dans le cas d'une campagne réussie, ce double spend ne marcherait pas puisque l'unspent output serait évidemment consommé dans la transaction de crowdfunding. Et l'autre mécanisme, mais j'en parle pas. Je ne vais pas compliquer trop la présentation. Donc, le langage de script, ça permet en fait de réaliser des transactions plus complexes que simplement je bouge des bitcoins d'une adresse vers une autre. Alors, le principe est très simple, c'est en output, j'ai un script qui va définir les conditions qui sont demandées pour prouver sa propriété des bitcoins. Et dans l'input, on va amener des données
comme une signature, qui prouve qu'on est bien propriétaire du Bitcoin. Donc le principe de base est très simple. Après, c'est d'une grande richesse parce que le langage peut être... Alors je vais commencer avec la transaction la plus simple possible, qui est ce que j'appellerais Pay to Public Key. Donc c'est le script d'output le plus simple qu'on puisse imaginer, puisqu'il y a simplement une clé publique et un opérande du langage de script qui est checksig, qui dit simplement il faut amener une signature que je puisse vérifier avec cette clé publique pour que en output, donc en résultat plutôt du script, j'ai une vérification, donc true, c'est le script produit la valeur booléenne true et c'est bon, ça veut dire que ma transaction est valide. Donc c'est un langage de script qui est basé sur un stack, comme le langage force, pour ceux qui l'ont pratiqué, et de manière très basique, on va empiler l'output d'abord et mettre l'input par-dessus, et ensuite, à mesure qu'on exécute le stack par le haut, ça se vide, on vide la pile, et à la fin, il doit rester dans la pile la valeur true. Voilà, c'est assez basique, assez simple, et redoutablement efficace pour ce qu'on a à faire, c'est-à-dire faire des transactions. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, c'est évidemment pas le script le plus répandu, parce qu'en output, manipuler des clés publiques comme adresse, comme destination, c'est pas pratique. Si vous devez rentrer une clé publique dans votre wallet pour fabriquer une transaction comme ça, évidemment, une clé publique, c'est assez volumineux, et ça va être 130 caractères, typiquement, ça va pas être très pratique, beaucoup moins pratique qu'une adresse Bitcoin qui est plus compacte. Donc, on utilise plutôt des scripts pay to address, et dans la blockchain, on trouve essentiellement des scripts pay to address. Alors, le script, comme vous le voyez, est un petit peu plus compliqué parce que on utilise à ce moment-là on masque la clé publique dans l'output, elle n'apparaît plus dans la blockchain jusqu'à ce qu'elle soit dépensée. Donc, la clé publique n'apparaît que quand on dépense ces bitcoins. En attendant, ils sont sur une adresse qui est en fait un hash complexe de la clé publique. Donc si on voit le langage de script s'exécuter, c'est-à-dire qu'on duplique la clé publique pour en calculer le hash, on vérifie que ce hash est égal au hash, c'est-à-dire à l'adresse qui est dans cet output, et enfin, puisqu'on a dupliqué la clé publique, il reste une instance de la clé publique, on vérifie la signature qui est sur le dessus de la pile et qu'on a donc mis par-dessus, on vérifie la signature. Et si tout ça est bon, on a vérifié cette transaction est valide. Ça, c'est la transaction la plus courante sur la blockchain. Si on va si on complique un petit peu, on peut faire du multisignature. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on introduit la notion de séquestre, comme avec eBay ou d'autres places de marché. Là encore, pour les places de marché comme les assets, ça peut être intéressant. Donc là, en bas, j'ai mis, on rappelle, ce qu'on a stricto sensu dans le protocole. Donc vous voyez des clés publiques, 3, là encore, il n'y en a plus qu'une, il y en a 3. Maintenant, on a mis 3 clés publiques. Ça devient encore moins gérable pour un wallet. Donc, à l'évidence, il fallait faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est BIP16, c'est-à-dire une modification, une improvement. BIP, ça veut dire Bitcoin Improvement Proposal. C'est un peu comme les RFC sur Internet, sur le web. Donc, on a améliorer, augmenter un peu le protocole Bitcoin pour permettre d'utiliser non plus des clés publiques, mais un hash, et dans ce cas, non pas d'une seule clé publique, mais de 3, de plusieurs. De manière générale, on prend un hash du script qui aurait été utilisé sans BIP16. Donc, en l'occurrence, c'est celui qui est en bas. Donc, le script, c'est celui dont on a pris l'empreinte, c'est ce qui est en bas. Et donc, pour dépenser les bitcoins sur cette adresse, il va falloir que je fournisse 2 signatures. Ça, ce sont les opérateurs OP2, OP3 que vous voyez qui encadrent les 3 clés publiques. Ça veut dire OP2, ça veut simplement dire il faut que je fournisse 2 signatures parmi ces 3. Et donc, c'est ce que fait cet input script. Donc, il prend 2 signatures parmi 3, et donc je peux dépenser les bitcoins qui sont sur cette adresse BIP16. Donc, plus généralement, c'est pas seulement pour les multisignatures, ça peut être n'importe quel script. Et en input, j'aurai donc des datas qui permettent de vérifier ce script. Donc, on appelle ça pay to script hash, parce on paye non pas une adresse standard, mais un script qui a été haché, enfin dont on a pris l'empreinte numérique.
Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Pay to Script Hash, P2SH. Donc ça devient de plus en plus le standard sur Bitcoin, sur le réseau Bitcoin. On s'oriente de plus en plus sur ce type d'usage des adresses multisignatures. Alors il y a des utilitaires, j'en cite un au passage qui s'appelle Coinbin, coinb.in, qui est du JavaScript, du pur JavaScript et qui permet de faire toutes sortes de choses pour fabriquer une adresse, vérifier un script, etc. C'est un utilitaire très très complet, donc open source, parce que c'est du JavaScript, et je vous engage à visiter à l'occasion. C'est vraiment très bien fait. Alors, ça m'amène aux colored coins, puisque c'est un concept qui peut être intéressant en termes de cas d'usage. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est se dire, et je l'ai vécu, enfin, ceux qui ont fait des levées de fonds, par exemple, peuvent l'avoir vécu, c'est le registre des titres, par exemple, le registre des titres d'une entreprise, d'une start-up. C'est un gros cahier avec, on écrit à la main, les avocats écrivent sur du papier, encore les avocats utilisent beaucoup de papier, mais on pourrait très bien utiliser les colored coins pour suivre le parcours des actions dans une société. Alors c'est intéressant pour une start-up, mais encore plus pour une grosse société qui a beaucoup d'actions. Alors comment ça marche? C'est très simple, c'est vraiment très simple. Vous avez deux adresses qui sont en fait contrôlées par la même personne. C'est-à-dire qu'on a fabriqué ces deux adresses avec une même clé privée. Donc en l'occurrence, j'ai pris une adresse Bitcoin standard, mettons que je suis l'émetteur des colored coins, donc j'ai la clé privée correspondant à cette adresse standard, et j'ai fabriqué une adresse P2SH, qu'on vient de voir, en utilisant le script Pay2Address de cette adresse, tout simplement. Voilà, c'est un exemple de réalisation de colored coins. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres façons d'implémenter ce concept. Je reste sur des choses simples parce qu'il n'y a pas besoin de les compliquer inutilement. Donc maintenant, si je fais une transaction entre ces deux adresses, je fais passer, c'est pour ça qu'on appelle ça des colored coins d'ailleurs, on fait passer les bitcoins dans un prisme. Vous savez que les prismes ont la propriété de colorer la lumière blanche. Donc c'est un peu ça l'idée symbolique derrière la terminologie colored coins. Donc on fait passer les bitcoins dans ce prisme constitué par deux adresses que je contrôle. Et du coup, je peux prouver que c'est bien moi qui fais cette transaction. Puisque je peux signer, je peux prouver cryptographiquement que je contrôle ces deux adresses et qu'il n'y a que moi qui ai pu dépenser les bitcoins sur la première, et je peux montrer donc, que je contrôle la seconde. Donc si j'écris ça, je publie ça quelque part dans un contrat ou sur un des réseaux sociaux ou je ne sais pas quoi, je peux donc lier ces bitcoins. Alors en l'occurrence, c'est pas forcément des bitcoins, c'est sûrement des fractions de bitcoins. Par exemple, 1000 millibitcoins, on va dire, pour 1000 actions. Donc chaque millibitcoin va représenter une action. Si je dis dans un contrat que c'est comme ça que ça marche. Donc d'un côté, quand je vais avoir des transactions d'achat ou de vente des actions, les achats vont se traduire par des transferts donc de la deuxième adresse vers l'adresse d'un acheteur de mon action, des actions. Et quand l'acheteur revend ses actions à l'émetteur, c'est plutôt des titres à ce moment-là qui retournent à l'émetteur, pour les retirer de la circulation, par exemple, pour éviter la prolifération des titres, évidemment, il faut qu'il y ait un mécanisme de rédemption, eh bien, il va retourner les bitcoins ou les fractions de bitcoin vers l'adresse d'origine. Voilà. Et quand moi, en tant qu'émetteur, je veux retirer, par exemple, les actions de la circulation, je peux à ce moment-là les retirer par la première adresse et je vais faire une opération donc, de retrait des titres du circuit. Donc voilà, c'est un mécanisme, comme vous pouvez le voir, hyper simple. L'avantage, c'est qu'il est complètement transparent. Dès lors, le registre, c'est la blockchain. Je n'ai pas besoin d'un cahier tenu dans le cabinet d'un avocat qui va me prendre des frais, etc. Tout se passe dans la blockchain, tout le monde peut suivre de manière gratuite et transparente. Donc j'ai une infrastructure libre d'accès et gratuite que je peux utiliser pour faire ces opérations d'émission de titres et de gestion des titres. Donc ça, c'est quand on sait ce que ça coûte avec les moyens traditionnels, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Alors, la méthode simple, la plus simple encore, c'est de dire, je prends une adresse standard avec la clé publique complète, ou bien je prends la même adresse, l'adresse avec la clé publique compressée. Bon, c'est ce qu'on appelle une adresse complète ou une adresse compressée. Évidemment, elles sont
contrôlé par la même qui est privée, comme l'a expliqué, je pense, Laurent la dernière fois. Et du coup, j'ai bien la même mécanique de prisme entre ces deux adresses. Donc ça, c'est vraiment hyper simple à faire. Sinon, on utilise... Donc ça, j'ai un peu... Je ne vais pas rester sur ce slide. Si vous voulez lire comment ça se passe, je pourrai diffuser les slides. C'est plus pour expliquer un petit peu le pas à pas, en utilisant Coinbin, par exemple. Évidemment, si vous voulez le faire de manière industrielle, il faut développer une application. Donc juridiquement, parce qu'on va dire, mais bon, ça c'est technique, pas juridique tout ça. Juridiquement, il faudrait effectivement que je publie ces deux adresses de mon prisme et l'ID de la transaction de coloration, hein, qui permettrait donc d'avoir une preuve cryptographique de l'opération dans la blockchain. Il faut que je précise dans le contrat la correspondance entre la fraction de Bitcoin et à quoi ça correspond. Est-ce que si c'est 1 millier Bitcoin, ça correspond à une action L'Oréal, par exemple, je ne sais pas. Et voilà, donc à partir de là, donc il y a un suivi parfaitement transparent des mouvements de titres. Alors transparent, mais en même temps, on protège les données privées des acteurs puisqu'ils ne sont pas nominatifs. Évidemment, on ne travaille que sur des adresses Bitcoin. Voilà, donc on peut faire la même chose, alors, adresse standard, adresse compressée, ou bien, comme je disais tout à l'heure, adresse standard et adresse PESH, c'est pas beaucoup plus compliqué. Et il y a encore bien sûr d'autres façons de le faire. Alors, on a parlé de multisignature, donc je dis un mot sur la notion d'oracle, parce que je trouve ça intéressant aussi comme usage de la blockchain. Donc les oracles, c'est quoi? Ce sont simplement des automates, c'est de l'intelligence artificielle qui explore Internet ou le monde extérieur. Ça peut être des capteurs météo, ça peut être plein de choses. Et qui donc rendent un résultat par rapport à une condition qui leur est demandée. Alors cette condition, si la condition est remplie, alors, je ne sais pas, ça peut être le cours du dollar, le taux de change dollar-bitcoin qui dépasse tel prix. À ce moment-là, ça déclenche une signature d'une transaction. Alors, là j'ai pris l'exemple d'un sponsor mettons d'un sportif. C'est un exemple qui est plus fun que de parler du cours du dollar. Mais donc on est un sponsor et il y a un sportif qui doit participer à un programme pour ce sponsor. Il est payé que s'il remplit ses obligations. Parce que le problème des sponsors, c'est que souvent ils contractent avec des sportifs, mais les sportifs sont parfois un peu fantaisistes et ils ne remplissent pas toujours les conditions du contrat de sponsoring. Du coup, il y a beaucoup de problèmes parce que ça se passe souvent au plan international, avec des événements aux quatre coins du monde et des juridictions différentes. Donc, au niveau juridique, c'est très très compliqué. Donc, un moyen simple, ce serait d'utiliser des transactions Bitcoin pour payer le sportif. En l'occurrence, par exemple, les oracles pourraient avoir comme condition de checker la feuille de match. Donc ça, c'est sur tous les sites d'information sur Internet. Donc s'ils explorent Internet, ils vont évidemment pouvoir vérifier si la célébrité était sur la feuille de match, le sportif célèbre était sur la feuille de match. Et il y a un événement, mettons, le lendemain, organisé par le sponsor, et là pareil, sur les réseaux sociaux, machin, on va pouvoir, avec de la reconnaissance des photos, etc., l'oracle va pouvoir dire est-ce que la célébrité était bien à l'événement du sponsor le lendemain. Donc avec ces conditions, si c'est bon, si c'est positif, ils vont signer la transaction et elle va se débloquer en faveur du sportif. Alors pourquoi multisignature 5 sur 7 ? Alors il y a plusieurs... là encore, il y a plein de façons d'implémenter tout ça, évidemment. Alors chaque oracle a une clé, hein, donc il y a au moins trois clés. A priori, pourquoi 7 ? Alors vous allez me dire, c'est parce qu'il faut éviter quand même que les oracles... la possibilité que les oracles se fassent de la collusion et partent avec les sous. Donc pour éviter toute tentation de ce point de vue, on n'a qu'à donner, exiger 5 signatures sur 7. Pourquoi 5 sur 7 ? Parce que on donne une clé à Alice, parce que s'il n'y a qu'un seul oracle positif, elle peut décider quand même normalement ça marche avec une majorité d'oracles. C'est-à-dire s'il y a 3 oracles, on va dire que la transaction doit être validée s'il y a au moins 2 sur 3 par exemple qui valident la transaction. Mais elle peut décider, même s'il y a un seul oracle qui est positif, de payer le sportif quand même,
au motif que les deux autres n'ont pas été fiables, ou ils étaient en ligne, il y a eu une attaque DOS, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu signer. Enfin, en l'occurrence, ce n'est pas une attaque DOS, mais ça serait autre chose. Alors, on va donner 3 clés à Bob, parce que s'il y a 2 oracles qui sont positifs, on considère que le sponsor n'a plus son mot à dire, donc il faut qu'il puisse payer tout seul. Donc, on lui donne 3 clés. Donc, du coup, on arrive à 4 clés pour Alice et Bob, et 3 clés pour les oracles, donc 7 clés. Voilà, c'est pour ça que le sur 7. Et 5, parce que 5, ça permet de jouer les scénarios que je vous décris en dessous. Voilà, donc ça c'est juste un exemple d'usage des multisignatures qui est plutôt, je trouve, amusant et prometteur. C'est un peu, je dirais, l'intelligence artificielle qui rentre dans les contrats, et c'est peut-être la fin des huissiers. Je sais pas, je pense pas. Ça pourrait être la fin des huissiers. Alors, je terminerai par les sidechains. Je ne sais pas comment on fait au niveau timing, là, c'est bon ? On a été assez vite en même temps, donc peut-être qu'il y aura des questions. J'ai le sentiment d'avoir été assez vite quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être nouvelles pour des gens dans la salle. Alors les sidechains, c'est quoi? C'est un concept très simple là aussi, qui permet d'expérimenter avec des coins qui ne sont pas des bitcoins, qui sont... Alors je vais prendre l'exemple plus simple, c'est Paymium. On est quelque sorte une sidechain avec un seul nœud, un seul relais, qui est le serveur Paymium. Finalement, quand vous envoyez des bitcoins chez nous, on va faire des transactions off-chain, donc on peut dire c'est notre chaîne à nous, Paymium, entre comptes de nos clients, et quand il y a une transaction de retrait, on renvoie les bitcoins dans la blockchain, donc vers l'adresse fournie par le client. Donc d'une certaine manière, on est déjà nous une sidechain. Tous les Coinbase, tous les gros acteurs font des transactions off-chain, et donc peuvent être considérés comme des chaînes attachées à la blockchain Bitcoin. Donc ça, c'est un moyen simple d'appréhender ce que c'est qu'une sidechain. Et évidemment, si vous conceptuellement vous imaginez un réseau décentralisé attaché comme nous à la blockchain, eh bien vous avez des sidecoins. Donc vous transférez, vous envoyez des bitcoins sur ce réseau sidechain, et les transactions qui se déroulent sur ce réseau n'apparaissent pas dans la blockchain. Par contre, on voit bien une transaction de dépôt et une transaction de retrait, c'est-à-dire de retour des bitcoins dans la blockchain. Là aussi, il y a beaucoup de façons d'implémenter les sidechains. D'ailleurs, chaque sidechain aura son implémentation, mais le principe est celui-là. Donc je trouve ça intéressant parce qu'on peut à ce moment-là jouer avec des variantes du protocole Bitcoin sans avoir à créer une chaîne flottante, on va dire, qui ne soit pas liée au Bitcoin. Le problème des chaînes flottantes étant justement que le cours est flottant. Vous avez déjà remarqué qu'il y avait une certaine volatilité sur le cours du Bitcoin, et quand c'est ce qu'on appelle un altcoin, c'est encore plus volatile, et donc ça pose des tas de difficultés. Il y a aussi un autre phénomène qui est peut-être la dilution au bout d'un moment de tous ces projets qui deviennent assez peu viables en fait. Donc s'ils sont attachés à la blockchain, il y a plusieurs avantages. Il n'y a plus de flottement au niveau du cours de ces coins, puisqu'il y a ce qu'on appelle un peg en anglais, c'est-à-dire le cours est fixé, celui du Bitcoin. Quand on envoie, mettons, encore une fois, je vais prendre l'exemple de 1000 millibitcoins sur une sidechain, on a libéré 1000, l'équivalent exactement en sidecoin. Donc on va les appeler des sidecoins, ou des Paymium coins quand ils sont chez nous. Mais ils sont exactement équivalents des bitcoins sur la blockchain. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que c'est la sécurité donc de ce cours, parce que si on n'a que des blockchains flottantes, il y a un certain gaspillage d'énergie aussi qui peut se produire si chacune veut essayer d'arriver au même niveau de sécurité que Bitcoin. Ça va être difficile sans gaspiller de l'énergie. Voilà. Bon, c'est plus ça pour éventuellement susciter des questions ou une discussion. Je pourrais aussi parler de peut-être proof of work et proof of stake, parce que c'est un vaste sujet ça. Bitcoin utilise la preuve de travail, la preuve de calcul pour sécuriser, pour avoir une signature collective des participants du réseau en fait sur les transactions. Il y a d'autres mécanismes comme la proof of stake qui sont des preuves d'enjeu, ce que je traduis moi par preuve d'enjeu, c'est-à-dire j'ai une certaine quantité de coins. Et donc, cette quantité de coins me donne certains droits sur l'historique en fait, des transactions. Alors, c'est un peu
Bon, moi j'ai une idée assez claire là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions théoriques là-dessus. Je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui parce que mon temps imparti, c'est peut-être pas utile, mais une autre fois peut-être on faudra le faire, parler des particularités des différents systèmes et pourquoi, à mon sens en tout cas, la preuve de calcul est la seule façon, je dirais presque malheureusement, de sécuriser un réseau. Je dis malheureusement parce que ça consomme un peu d'énergie, mais c'est justement parce que ça consomme de l'énergie qu'il y a de la sécurité. Donc voilà. Voilà, donc merci à tous de votre attention et puis surtout des questions, parce que je pense que ça suscite pas mal de questions, tout ça. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une, mais qui n'est pas en rapport direct avec la présentation, c'est quel est ton avis ou ta position par rapport à la proposition de Gavin sur la taille des blocs? Alors franchement, j'ai pas suivi ça de très près, parce que c'est pas forcément un sujet d'actualité. Il anticipe un petit peu, je pense, sur la chose. Il y a des débats effectivement assez techniques dessus, sur l'effet sur la décentralisation, surtout du réseau. Moi, je pense de toute façon, je suis plutôt favorable à cette proposition de Gavin. Mais voilà, je dis oui, effectivement, c'est une mutation qu'il faut faire. La faire maintenant, c'est peut-être plus simple que de la faire plus tard. Mais pour moi c'est un bit, c'est une modification du protocole finalement qui n'est pas si fondamentale que ça. Et la centralisation, elle existera forcément à certains degrés, donc c'est pas pour moi le problème de la centralisation. Du fait des sidechains en particulier, il faut le relativiser, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de transactions qui seront off-chain ou sur des sidechains, du coup que la blockchain soit, elle, un peu plus centralisée, c'est pas forcément un obstacle, en tout cas pour des startups ou des nouveaux. Je pense que de toute façon, ça va se centraliser. Le problème, c'est les nœuds aussi. Parce que pour l'instant, il y a de plus en plus, les nœuds, il y en a de moins en moins. Oui, alors ça va changer, parce que tu as vu, il y a des lampes maintenant qui vont te permettre de faire du minage, Ouais, de relayer des transactions. Oui, ce genre de choses. Ça va devenir. Non, il y a quand même 21 Inc. qui va faire. On attend. Oui, mais ça va arriver quand même assez vite. Donc, non, les nœuds, il y en aura beaucoup. Au contraire, je pense qu'on va en avoir énormément et que ça va encore améliorer la connectivité du réseau, qui est déjà très bonne, en réseau peer-to-peer. Donc, non, les nœuds, et j'ai aucun. Enfin, je pense qu'il faut avoir aucune inquiétude sur le nombre de nœuds. Aujourd'hui. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, les cordiales, ils parlent que de ça. La centralisation des oui, mais nœuds, ils sont très soft, ils sont pas trop hard. Les relais, c'est du hard. C'est justement la lampe des autres, là, où les objets connectés. Donc, c'est pas forcément la spécialité des devs. Tu penses que ça va marcher, ça, les lampes? Les lampes pour les objets connectés, j'ai trouvé que c'était un peu folklorique. Oui, c'est un peu folklorique, mais en même temps, ça fait que voilà, n'importe quel. Les objets étant connectés, ayant de la puissance de calcul maintenant, relayer en tout cas des transactions, pas forcément miner, mais relayer des transactions, ça va devenir effectivement très très simple pour beaucoup d'objets. Donc ça, ce sera pas un sujet. Et la centralisation, c'est la raison du succès, je dirais, pour un réseau. Le réseau email, moi je dis, il est super centralisé aujourd'hui, mais pour autant, parce qu'il y a Gmail et Hotmail qui dominent le réseau email, mais pour autant, on peut avoir son propre serveur mail. Donc on garde le bénéfice. C'est un degré de liberté, je dirais, qu'on garde. De toute façon, quel que soit le niveau de centralisation, on a ce degré de liberté de faire tourner son propre serveur. Et c'est à mon avis ce degré de liberté qui est important. C'est pas la concentration autour de quelques acteurs qui est toujours relative en fait. Elle est susceptible d'évoluer dans le temps. Mais bon, il y a des discussions, effectivement, on en peut finir là-dessus, mais ça c'est sain, je veux dire, c'est plutôt bien qu'il y ait des discussions sur le protocole et sur les évolutions. On va dire comme sur le web, au début, ça s'est peut-être un peu tassé, mais il y en a encore beaucoup. On parle de neutralité du net, des choses comme ça. La neutralité du Bitcoin, c'est un sujet aussi. Est-ce qu'on peut mettre tous les altcoins en sidechain? Est-ce qu'on peut les porter en sidechain? Théoriquement, oui. Théoriquement, une sidechain, ça peut être n'importe quel protocole. Donc les altcoins n'ont plus de raison d'exister. N'importe quel altcoin qui existe aujourd'hui peut avoir sa version sidecoin, effectivement. Et je vois pas trop l'avantage que présentera l'altcoin flottant par rapport au sidecoin. Voilà, oui, il n'y a plus d'intérêt. Non, ça c'était écrit à d'avance, moi je l'ai dit depuis le début, mais c'est vrai que les gens
c'est bien qu'ils aient expérimenté aussi sans attendre les sidechains, parce que les sidechains, c'est assez pointu à mettre au point, etc. Donc ça ne va pas non plus être dispo tout de suite. Donc, mais je pense que c'est beaucoup plus performant comme mécanisme que d'avoir des choses qui sont dans les airs, qui peuvent disparaître du jour au lendemain, qui posent toutes sortes de problèmes en fait. Mais on peut pas quand même perdre ces bitcoins qu'on a mis dans une sidechain si le livre comptable de la sidechain est corrompu. Ah oui, Et on peut plus revenir. Mais là, c'est une hypothèse. J'ai coutume de dire le réseau Bitcoin, je peux garantir sa pérennité moins premium. Par exemple, si quelqu'un dit ouais, mais le réseau Bitcoin il peut disparaître, je dis non, moi si tant que je mine le réseau, tant qu'il y a un nœud, il y a un réseau. Donc Oui. il ne peut pas disparaître. Donc si quelqu'un lance un truc comme ça, il peut dire, il peut même écrire, garantir, je continuerai à miner pendant tant de temps. Oui, mais la sidechain peut être corrompue, même s'il y a des mineurs, s'il y a une attaque sur le réseau, on peut être attaqué, et à ce moment-là, la valeur des coins sur cette chaîne-là, tout le monde voudra revenir sur Bitcoin. Oui. Donc, effectivement, ça va être le problème qui peut se poser, c'est la propriété des sidecoins. Du coup, parce que autant sur Bitcoin, on a une idée claire de qui est propriétaire à cause de la sécurité. On peut avoir une idée claire. Alors que sur une sidechain qui est attaquée, effectivement, on ne sait plus, ça peut être problématique. On peut perdre ses coins, bien sûr. Donc oui, il y a un peu plus de sécurité sur la volatilité du cours, mais on peut tout perdre quand même. Oui, tout à fait. Ça reste, c'est un peu comme confier ses coins à un serveur hébergé. C'est pareil, il faut faire confiance. De toute façon, mais c'est pareil aussi pour un altcoin qui est flottant, puisque si on investit, je dirais que le risque est plus grand. Parce que... J'ai une question sur la grande question. Il y avait une question derrière, Marco, je reprends la question. Est-ce qu'on pourrait un petit peu parler des frais? Parce que moi, je suis venu au Bitcoin d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue client, conceptuel. Et moi, on m'avait dit que c'était immédiat et gratuit. Et au début, je n'ai pas vu les frais. J'avais un portefeuille Bitcoin Core, première version, très vieille version, et je pouvais mettre 0 dans les frais. Oui, tout à fait. Et puis là, je viens de changer et j'ai plus l'écran pour mettre les frais. Oui, c'est vrai que les nouvelles versions ont tendance à... Est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de ça? Parce que le wallet, effectivement, peut calculer les fees pour vous et du coup, vous n'avez plus la main dessus. Alors que si vous fabriquez les transactions en langage vous-même avec un script, vous pouvez mettre 0. Donc c'est vrai que c'est les limites des wallets, et en particulier le core client, donc, qui maintenant impose des fees. Mais c'est une évolution de toute façon qui est inévitable, qui est quelques frais. Parce que, moi, ce que je dis, c'est pas gratuit, mais c'est market driven. C'est-à-dire que le prix n'est pas fixé par un oligopole, etc. Et du coup, il est compétitif. Il y a une compétition sur les prix, contrairement aux transactions. on peut avoir une idée de l'ordre de grandeur? Les transactions sont quand même très faibles. On est sur le millième, le 1 pour 1000, à peu près, je ne sais pas. Et encore, si vous voulez que ça aille vite, mais si vous n'êtes pas pressé. Mais bon, il faut rapprocher ça du système bancaire traditionnel aussi. Pour tout vous dire, on a reçu un virement de l'étranger là récemment, et la personne à l'autre bout avait coché la case « Je prends tous les frais à ma charge ». Un virement bancaire, je crois. Oui, je connais. Eh bien, la banque qui a reçu, que je ne nommerai pas, a quand même prélevé, je vais employer le mot prélevé pour pas être par erreur, c'est toujours par erreur. 25 €. 25 €. Donc, alors j'ai appelé la personne, donc très gentil, très poli, et il m'a dit oui, effectivement, il y a eu une erreur. Et donc on va vous extourner. J'ai trouvé le mot bien terminé. Extourner. Donc c'est l'internaute qu'ils ont inventé, extourner. C'est pas dire on va vous rendre l'argent qu'on vous a volé. Extourner. Ça existe depuis longtemps. Oui, et ça existe pour une raison précise, c'est qu'effectivement déjà ils n'auraient pas dû toucher cet argent. Il faut trouver un mot qui ne soit pas trop. Voilà. C'est juste pour l'anecdote. Inversement, je recommande à chacun de s'en servir de ce mot, parce que ça veut dire je suis métier, je la connais. Normalement, quand on dit cette écriture, je voudrais qu'elle soit extournée. C'est comme dirait mes enfants. On n'a pas eu besoin d'arriver à cette extrémité.
Oui, il y avait une question au fond. Ouais. Pour revenir sur les sidechains, est-ce que le fait que les plages de vente comme la vôtre ou Coinbase se servent de sidechain, je ne sais pas du tout, est-ce que c'est une manière de s'exposer moins au piratage? Et également, est-ce que vos clients qui ont un compte sur votre site peuvent voir l'adresse correspondante sur un lecteur de le registre de la blockchain, par exemple blockchain.info? Oui, alors c'est un bon point. Je me suis peut-être mal exprimé quand j'ai dit qu'on était, nous, Premium, une sidechain, c'était juste une image en fait. On est juste un serveur, mais vous avez bien une visibilité sur l'adresse de dépôt dans la blockchain, c'est ça qui vous intéresse. Vous avez envoyé de l'argent chez nous, vous voyez que c'est bien sur l'adresse de dépôt et que ça a éventuellement bougé en interne chez nous vers une autre adresse de cold storage. Et quand vous retirez, vous avez effectivement, on vous donne d'ailleurs la référence de la transaction Bitcoin pour vous renvoyer les Bitcoins sur une adresse à vous. Donc oui, vous pouvez suivre les mouvements qui vous concernent. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est voir les mouvements qui concernent les autres. Donc de ce point de vue, mais c'est parce que on n'est pas vraiment une sidechain, en fait. On est juste un relais. Donc c'est conceptuel. Quand je dis on est une sidechain, c'est juste conceptuel. C'est juste que les transactions qui ont lieu chez nous, vous pouvez voir que celles qui vous concernent, donc vous n'avez pas la transparence que vous avez avec une blockchain en clair. Et que vous pourriez avoir avec une sidechain en clair, pour le coup, si on était vraiment une sidechain. Et quand on est client chez vous, vous générez chaque fois qu'on veut envoyer de l'argent à une nouvelle adresse. Et Oui. quand vous en remboursez, Là, c'est le client qui le fournit. Quand on envoie l'argent à l'extérieur, c'est le client qui l'a fourni. Là, on n'a pas de... On vérifie que c'est une adresse valide, c'est tout. Mais le client peut très bien nous donner une adresse dont il n'a pas la clé privée. Ça, par contre, on ne peut pas vérifier. Bah si, on pourrait lui demander d'envoyer un message signé avec cette adresse. Mais on ne le fait pas parce que... Mais la sidechain, c'est quand même une forme de blockchain privée, quelque part. C'est une façon de privatiser une partie du réseau pour oui. le nettoyer. Donc après, ça revient au problème de confiance. Exactement. Mais bon, pour l'organisation dont vous faites partie, ça pourrait être un scénario, effectivement, qui permet de se distinguer, je dirais, des transactions... voilà. Pas une privatisation, on prend des tokens qui nous appartiennent et on s'en sert pour autre chose. Oui, alors c'est pas. Oui, le mot privatisation est un peu gênant, c'est plutôt. Non, c'est vraiment comme le schéma l'indique, on construit quelque chose qui s'appuie sur. Non, mais c'est pas en position, en fait, la blockchain est visible, et là, ce qui se passe dans la sidechain. Ah, si, c'est forcément. Mais c'est ça, c'est un tripot. C'est un peu la différence entre Internet et Internet. C'est un tripot. Voilà. On se sert de pièces d'1 euro, entre nous, chacun sait qu'elles en valent 1000, si les flics arrivent, elles en valent qu'un, et personne, la Banque de France, ne sait pas ce qu'on a. C'est un tripot. Oui, alors effectivement, si c'est une sidechain, il peut très bien y avoir une organisation centrale sur une sidechain, ça peut être une chaîne centralisée complètement. Et comme je disais, Premium, c'est un exemple, on est une sidechain centralisée. Et du coup, on offre des services et des garanties qu'on ne pourrait pas offrir si on était juste comme on ne pourrait pas offrir une place de marché complètement peer-to-peer, open source, etc. Par contre, tout à l'heure, tu disais, on ne dissocie pas blockchain, Bitcoin, etc. Mais les centaines de monnaies virtuelles qui existent par ailleurs, elles s'appuient sur la blockchain ou c'est des Non, blockchains justement, elles sont différentes? flottantes. C'est bien ce qui me semblait, c'est Oui. les autres blockchains. Elles sont flottantes. Donc s'il n'y avait pas ce pay, là, Elles n'utilisent pas ça. c'est séparé et du coup, ça flotte au niveau du cours. Et il n'y a pas de convertibilité. Donc ces coins sont En liquide, quoi. voilà, problème de liquidité et de C'est-à-dire tu leur reproches ce que les gens des monnaies fiat reprochent au Bitcoin. Il n'y a pas de convertibilité, c'est seulement échangeable à la valeur de marché. Quelle horreur! C'est assez effronté comme critique. Ça n'a pas de réalité. Comment le réseau va traiter dans ce futur, parce qu'on est compte que ça va quand même se développer, comment il va traiter le problème du nombre de transactions à la seconde qu'il traite aujourd'hui et qui alors ça, c'est modo limité à 7 ou juste oui. Alors, il y a eu la question de Karl sur la taille des blocs, qui est une partie de la réponse. Oui, on va augmenter la taille des blocs, donc des transactions. Mais les sidechains, c'est une façon de résoudre ce problème, puisqu'on peut faire transiter donc, des transactions, par exemple des micro-paiements sur une sidechain, sans polluer la blockchain. Et ça, c'est l'avantage. Mais nous, par exemple, on fait des millions de transactions chez Premium. Depuis qu'on existe, il y a des millions de transactions de change entre clients, donc, qui ne sont pas dans la blockchain, mais que, à la limite, c'est justement
la valeur ajoutée de la place de marché. Ouais, mais ça revient à faire circuler de la monnaie. Hein. Si on prend l'exemple, on va dire la blockchain permet de gérer une masse monétaire, et puis derrière on joue avec de manière qui ne sera plus à l'intérieur de la blockchain en tant que telle. Oui, si on se projette dans le futur. Oui, c'est tout à fait. Parce que en plus, la masse monétaire est limitée. Hein. C'est un peu, encore une fois, pour les profanes, si on est amené à expliquer ça à des gens qui ne sont pas trop... on peut comparer ça à Internet et intranet. Quand vous êtes sur Bitcoin, vous êtes dans l'Internet, c'est ouvert, mais dès que vous rentrez dans un intranet, il peut être ouvert ou pas. Et pour autant, il peut être connecté à Internet. Ouais, si c'est un peu le même principe. Si tu prends l'exemple des contrats, il faut qu'on les voit dans la blockchain. Ça n'a aucun intérêt de les mettre dans la sidechain. Les contrats? Ouais, parce que là, ou alors tu es obligé. Les colored coins, effectivement, s'affranchissent de ce problème de sidechain. Mais ils viennent polluer, entre guillemets, la blockchain. Donc, on ne peut pas l'industrialiser tant que ça. Au bout d'un moment, c'est vrai que s'il n'y a que des colored coins, ça finirait. Alors, du coup, l'augmentation de la taille des blocs, mais la taille de la blockchain va aussi croître considérablement. Oui. De manière théorique, si on voulait par exemple mettre le Dogecoin sur une sidechain, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'imagine que c'est pas possible tant que l'ensemble des... C'est très facile de lancer un Dogecoin, un peg de Dogecoin, hein, donc un truc qui soit attaché avec le protocole Dogecoin, et puis il faut l'appeler autrement. Il serait indépendant du Dogecoin actuel, il ne serait pas échangeant. Ça n'aura rien à voir. Ça ne pourrait pas être branché de la même façon sur le... C'est pour ça qu'il faudrait mieux l'appeler autrement. Par contre, si vous prenez le protocole de Dogecoin, vous pouvez l'implémenter en sidechain. On pourrait faire des équivalences, c'est-à-dire que les adresses qui sont valides sur Dogecoin seraient valides aussi sur la sidechain, et du coup on fait une portabilité. C'est une source de confusion assez remarquable. C'est-à-dire qu'on porterait, du coup, là, c'est-à-dire que chacun garde ses fonds, mais tu vois, là on a une portabilité sur une sidechain. En tout cas, l'avantage de Dogecoin, par exemple, les gens qui disent ouais, le temps entre blocs c'est un problème, c'est vrai. qui entre nous n'a aucune importance, mais si on a peu de temps, en fait ça n'a aucune importance parce que les transactions elles sont diffusées sur le réseau en quelques secondes. Donc le temps de confirmation, c'est juste une protection, je dirais, pour la possibilité de monter une attaque est quand même extrêmement difficile malgré tout, même avec un intervalle de bloc de 10 minutes, parce que il faut quand même envoyer une transaction de double spend quasiment en même temps que la première transaction, et le commerçant qui reçoit la transaction, s'il est branché sur le réseau, il la voit. Sauf si on est mineur, on a eu une chance parmi... Oui, mais le commerçant, lui, va être à l'écoute, il veut se protéger, donc il va justement... sauf à avoir 51% du réseau, effectivement, de la puissance de calcul. Mais monter une attaque pour acheter une baguette de pain, ça paraît compliqué. Et si c'est de la vente par correspondance, les 10 minutes ne sont pas un problème, évidemment, parce qu'on envoie un truc genre le lendemain. Donc les 10 minutes, c'est pas un sujet. Donc vraiment, l'histoire des temps de confirmation... mais pour autant, il y a des gens qui ont lancé des chaînes en disant nous c'est 2 minutes, c'est beaucoup mieux que 10 minutes. Et ils ont enfumé un peu les gens là-dessus. Et ils peuvent le faire, du coup on peut le faire en sidechain. Voilà. On peut faire une sidechain qui confirme du 2 minutes. Ça n'a aucun intérêt. Donc. Les commerçants qui utilisent ce type de solution, ils passent par les Coinbase, les Paynium, etc. Exactement. Ils vont garantir le Nous on va garantir, mais en plus, voilà, on a un taux de fraude qui va être... l'intérêt d'aller faire ça soi-même. Exactement. Et on va avoir un taux de fraude qui va être inférieur à celui des autres moyens de paiement. Donc voilà, en fait, il ne s'agit pas d'avoir zéro fraude, ça n'existe pas, il y a toujours une possibilité de fraude. Mais ce qui est important, c'est d'être en dessous du taux de fraude des autres moyens de paiement. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un État ou Google ou Facebook crée sa propre blockchain? Oui, bien sûr. Ils peuvent la lancer, bien sûr. C'est comme au début du web, si vous vous souvenez, toutes ces grosses boîtes qui existaient à l'époque, notamment Microsoft, pour pas les années, ils voulaient lancer leur web. IBM tente plus ou moins maladroitement de le faire. Non, mais c'est pour répondre à votre question, ça veut dire que oui, on peut le faire, mais si on le fait, on perd l'ouverture et la descente de côté. Ça n'appartient à personne qui fait l'intérêt du processus. C'est un peu... les gens qui... Tous ces web data vont peut-être se développer en parallèle. Pourquoi pas, oui, bien sûr. On en revient toujours à la question de la confiance et de la force. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est la fin des huissiers. Mais s'il y a une rupture de contrat, et est-ce qu'on peut avoir un recours à des avocats, une discussion? Alors,
Aujourd'hui, quand même, ce qui fait quand même, la force d'une monnaie, c'est aussi la force d'une police et d'une armée qui est derrière. Enfin, il ne faut pas oublier que la monnaie, c'est une arme. C'est sa force et sa faiblesse. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une valeur juridique, par exemple, à la signature électronique. Ça, c'est un peu la base. Si la signature électronique n'a pas de valeur juridique devant un juge, effectivement, il y a un problème. Aujourd'hui, la signature électronique a valeur juridique. Je rappelle que la signature électronique, ça a été inventé en 1980. Et il a fallu, je crois, 10 ou 15 ans pour que ça ait valeur juridique. Et on peut d'ailleurs faire des progrès parce que, encore aujourd'hui, les avocats disent oui, mais il faut un original en papier. On va quand même faire une copie en papier. Il faut expliquer au juge que non, s'il y a une signature électronique, c'est mieux qu'une signature à la main. Parce qu'il y a des trucs qui s'appellent Photoshop et tout, on peut limiter. Donc il y a encore une évolution à faire. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas encore arrivé exactement au bout de l'exercice. Mais aujourd'hui, avec la validité de la signature électronique, c'est suffisant déjà pour lancer des services. Si la blockchain centrale, la vraie, devient un luxe et devient cher, est-ce que ça va pas, il n'y a pas un risque que ça devienne le SWIFT du futur pour les banques? C'est possible, bien sûr. S'il y avait une entité qui contrôlait tout ça, ce serait un danger. Je pense que le fait que ce protocole soit libre et ouvert, il y aura une concurrence qui fera qu'on n'arrivera pas au coup de SWIFT et des banques aujourd'hui, parce que le problème qu'elles ont aujourd'hui les banques, c'est effectivement la difficulté de mettre en place un système vraiment concurrentiel. On ne peut pas à la fois avoir une réglementation super contraignante et une concurrence complètement fluide, pas évident. Mais oui, c'est un danger. C'est un danger, c'est une possibilité que, comme on disait, les coûts augmentent, mais pas dans les mêmes façons qu'un système centralisé. Il me semble. Si on met 20 mégas par bloc, ça ne sera pas très cher, hein, parce qu'on pourra en envoyer des transactions. Du coup, on augmente le spam et les fees vont jamais peut-être inverser le reward qui est actuellement sur chaque bloc de Bitcoin. Encore une fois, Bitcoin, c'est une expérimentation, donc on va expérimenter tout ça. Je pense que personne n'a vraiment la réponse. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la boîte anglaise qui est partie aux États-Unis parce que la législation anglaise oblige à mettre des backdoors dans tout ce genre de choses? C'est lesquels? Je n'ai pas suivi ça en fait. J'ai pas suivi ça. Pour mémoriser le nom. C'est pas Zapo qui est en Suisse, mais Eris ou Eris? Oui, j'ai entendu parler de ce nom-là, d'accord. Par contre, je ne connaissais pas la raison précise, j'ai pas suivi cette affaire de très près. Non, mais le problème, c'est que les Patriot Act et compagnie qui obligent en fait à mettre des backdoors dans les systèmes cryptographiques sont en train de toucher les sujets de crypto de ce type de technologie. Ouais. C'est un vrai problème, potentiel. Oui, bien sûr. C'est pour ça que il y a l'aspect corporate qu'on évoque là, parce que bon, je suis une startup spécialisée dans Bitcoin, mais l'aspect peer-to-peer, lui, les gens ils vont pas mettre les backdoors, ça c'est sûr. Donc, ça ne fera que développer l'économie. Mais dès qu'une société fait du commerce là-dedans, par exemple vous, oui, bien sûr. Vous seriez au conditionnel? Oui, tout à fait. On n'est pas obligé de passer par eux. On n'est pas obligé de passer par eux, mais enfin lui il existe et il ne voudrait pas ne pas mourir quand même. Oui, c'est vrai que c'est. De toute façon, c'est comme on dit, le régulateur peut toujours essayer de. Surtout qu'ils sont particulièrement cons. Tu es la Pas confiance. C'est Eris, ça s'appelle. Effectivement, je l'ai vu justement là. Une dernière question. C'est le point sur le combat. Vous vouliez parler du proof of stake, je crois, et qu'est-ce que vous pensez sur la différence de sécurité entre le proof of stake et le proof of work? Parce qu'on dit que le proof of stake est aussi sécurité que le proof of work sans consommer autant de ressources. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Le proof of stake, vous demandez, il y a plusieurs problèmes. Problème déjà thermodynamique que j'ai soulevé, qui est qu'on ne peut pas créer de la sécurité à partir de rien, sinon ce serait trop facile. C'est comme le mouvement perpétuel, si vous voulez. Vous pouvez essayer de faire un mouvement perpétuel. Les gens, à la Renaissance, ont essayé de faire un truc qui s'appelait le mouvement perpétuel sans frottement. Malheureusement, c'est pas possible. Ce serait bien, tout le monde aurait voulu que ça existe, mais malheureusement, c'est pas possible. Et c'est pas possible pour une raison théorique. Donc avant de se lancer dans un truc, il faut regarder quand même un peu la théorie, et la thermo nous explique pourquoi c'est pas possible. Il faut la sécurité, si vous voulez, geler l'historique, c'est changer l'entropie en fait d'un système. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sans dépenser d'énergie. Voilà. Donc il faut que le système soit
et une consommation, un apport d'énergie extérieur. Alors, la proof of stake, c'est un système fermé, où il n'y a pas d'apport d'énergie extérieur. Tout se passe à l'intérieur. Et ils prétendent qu'ils vont geler les transactions comme ça. Ben ça, c'est le mouvement perpétuel. Ça, c'est en contradiction avec la deuxième loi de Carnot. La deuxième loi de la thermodynamique, qui est la loi de Carnot, et qui dit que voilà, il ne faut pas essayer, parce que vous pouvez essayer, mais en fait, vous n'avez pas de sécurité. Alors l'autre façon de voir, qui est plus simple peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec la thermo, c'est simplement dire, vous allez essayer de prouver l'historique. En fait, je prouve la propriété par la propriété, ce qu'on appelle la logique circulaire. Ce sont les propriétaires. Plus on a de propriété, plus on va être capable de prouver la propriété. C'est un peu une logique circulaire, vous prouvez la propriété par la propriété. Déjà, là, vous commencez à avoir un doute. Là, vous commencez à creuser les limites théoriques du truc. Mais moi, je dis, à la Renaissance, les gens leur ont dit, n'y allez pas, ça ne marchera pas, ils l'ont fait quand même. Moi, je dis, faites de la proof of stake, faites-vous exploser le wallet et on verra. Pour le moment, tant que ça marche, effectivement, s'il n'y a pas d'attaque, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Bon. Bitcoin, pourquoi Bitcoin? Non mais je suis sérieux, un coin qui n'a pas de valeur, il peut prétendre à toutes sortes de sécurités. Quand il vaut 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards comme Bitcoin, c'est là qu'on voit ici, c'est sûr. Et Bitcoin, on l'a vu début 2013. Ça veut dire que là, c'est pas le protocole qui a attaqué, c'est les sites. Donc je donne rendez-vous à ceux qui font du proof of stake le jour où le réseau passe à 500 millions, on verra ce qui se passe. Et moi, je dis aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'attendre. Comment ça va se passer sur Ethereum? Alors, Ethereum, c'est un peu différent parce que c'est pas du financier. C'est plus, moi, Ethereum, pour moi, c'est pas des transactions financières, c'est plus des applis décentralisés. Ouais, c'est plus un navigateur. Malgré ce que tout le monde dit, il y aura de la spéculation sur l'Ether et ça va vouloir de l'argent. Oui, mais il y aura forcément des gens qui vont. Je veux dire qu'Ethereum peut exister, si tu veux, indépendamment d'Ether, presque. Ils peuvent passer sur Bitcoin. Et du coup, Ethereum, pour moi, c'est tout un projet de web décentralisé, vraiment d'application décentralisée. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il existe. Donc, c'est un peu autre chose. Michel. Pour le mouvement perpétuel, je signale simplement qu'il a été solennellement condamné en 1775 par l'Académie de Paris, dans l'Académie des sciences sous l'influence de Laplace. De fait, j'ai cherché parce que je me souvenais vers la fin du XVIIIe siècle, il avait été communiqué que l'Académie ne recevrait plus les mémoires sur ça et sur la quadrature du cercle. Il avait marre de recevoir les papiers. Donc en vrai, il les refuse. On lui renvoie. Ok, bon, on va arrêter là. Le prochain meet-up, c'est bientôt, hein, c'est le 16. Là, ce sera un peu différent. Il y aura des présentations de start-up. On va parler de décentralisation, multisig et applications autres que la monnaie dans la blockchain. Donc, j'ai pas encore le lieu, mais ça va être validé certainement la semaine prochaine. Voilà. Bah, merci à The Asset. Et puis, merci. Vous avez fait une performance incroyable. On a un pari chez nous, on accueille les événements tout le temps, et quand les gens, sachant qu'il faut finir à 21h, finissent à 20h30, on paye notre tournée. Donc, et merci Karl.